Mon frère a mis ma fiancée enceinte, et mon père lui a donné l'entreprise familiale ainsi qu'une maison, alors je les ai fait payer cher. Salut à tous, ce qui s'est passé récemment dans ma famille est complètement tordu. Mais pour comprendre pourquoi ça m'a autant frappé, il faut d'abord que vous connaissiez le contexte. Moi, 33 ans, j'ai grandi avec mon petit frère Alex, 30 ans, dans une famille qui, vue de l'extérieur, semblait normale. Mais en réalité, la dynamique dans notre maison était sérieusement détraquée. Alex, c'était le bébé miracle. Ma mère avait eu une grossesse difficile avec lui, et il a été très malade pendant ses premières années. Il était tout le temps à l'hôpital, avec des problèmes respiratoires, des infections, tout le tralala. Je me souviens d'avoir passé beaucoup de temps dans les salles d'attente d'hôpital quand j'étais gosse. Je comprends, c'est dur d'avoir un enfant malade. Mais même après qu'Alex soit allé mieux, mes parents, surtout mon père, continuaient de le traiter comme s'il était fait de verre. Pendant ce temps-là, moi, j'étais censé être le grand frère parfait et responsable, celui qui devait toujours savoir mieux. Alex pouvait sécher les cours? Il a besoin de repos. Alex ratait une matière? Il a tellement souffert. Alex cassait quelque chose de cher? Ne sois pas en colère contre ton frère. Mais moi, je devais avoir des notes parfaites, ne jamais répondre, aider à la maison et agir comme un mini-adulte dès l'âge de 7 ans. Les doubles standards étaient insensés. Par exemple, je me souviens qu'une fois, au lycée, j'ai eu une retenue pour être arrivé en retard une seule fois, et j'ai été privé de sortie pendant une semaine. Le même mois, Alex s'est fait attraper à sécher les cours pour aller traîner avec ses potes au centre commercial, et mes parents se sont juste contentés de lui parler. J'ai commencé à travailler avec mon père dans son entreprise d'électricité à 15 ans, pas parce que j'étais passionné à l'époque, mais parce que c'était le seul moyen d'obtenir un peu d'attention ou d'approbation de sa part. Et devinez quoi? J'étais bon. Vraiment bon. J'apprenais tout ce que je pouvais sur le métier, je restais tard pour regarder mon père faire les travaux complexes, je lisais des manuels, je regardais des vidéos sur YouTube pour me perfectionner. Pendant ce temps, Alex restait Alex. Intelligent quand il voulait, mais sans la moindre éthique de travail. Il pouvait charmer n'importe qui avec son petit rôle d'enfant fragile, un rôle qu'il n'a jamais abandonné. Il a essayé la fac pendant 2 semestres, puis a abandonné parce que c'était trop stressant. Il a lancé un business en ligne de dropshipping qui a échoué, puis s'est improvisé trader et a perdu une grosse somme d'argent appartenant à mon père. Et malgré tout, c'est moi qu'on sermonnait sur le soutien à la famille et l'importance de ton frère. Je ne vais pas mentir, ça a créé en moi un mélange étrange de ressentiment et de responsabilité. J'aimais mon frère, parce que c'est mon frère, mais je ne supportais pas d'être avec lui. On était des opposés parfaits. J'étais le sérieux, le travailleur, celui qui tenait ses promesses et faisait les choses bien. Lui, c'était le fun, celui qui échappait toujours aux conséquences et pensait que les règles ne s'appliquaient pas à lui. L'entreprise de mon père tournait bien, surtout des chantiers résidentiels, un peu de commercial léger. Rien de luxueux, mais ça payait les factures. Moi, j'y voyais du potentiel. Quand je n'étais pas sur un chantier, j'apprenais les nouvelles technologies, systèmes domotiques, installations de sécurité, etc. Mon père, lui, était à l'ancienne. Il faisait tout comme avant. Mais moi, je voulais moderniser, viser plus haut. Le plus fou, c'est que même quand j'apportais de nouveaux clients ou que je terminais un gros projet sans faute, il trouvait toujours un moyen de féliciter Alex, ton frère est si bon avec les clients. C'est grâce à Alex qu'on a eu cette idée de site web. Alors qu'il n'avait fait que répondre au téléphone 2 fois. J'ai emménagé seul dès que j'ai pu, à 20 minutes de chez mes parents. Assez près pour aider, assez loin pour respirer. Je gagnais bien ma vie, j'apprenais sans cesse, je pensais même à passer ma licence de maître électricien et peut-être créer ma propre entreprise un jour. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré une fille, appelons-la Sophie, 29 ans. C'était il y a 6 ans, sur un gros chantier de rénovation d'immeubles de luxe en centre-ville. Elle était la gestionnaire immobilière du site. La première fois que je l'ai vue, elle disputait des techniciens CVC parce que leur installation n'était pas conforme au code. Je me suis dit, waouh, elle s'y connaît vraiment. La plupart des gestionnaires que j'avais rencontrés ne voulaient que du travail rapide et pas cher. Mais Sophie, elle, était différente. Elle lisait les codes électriques, savait exactement ce qu'elle voulait. Pendant les premières semaines, elle venait souvent vérifier notre travail, pas de manière agaçante, elle voulait vraiment comprendre ce qu'on faisait et pourquoi. Je commençais à prendre mes pauses déjeuner quand je savais qu'elle ferait sa tournée. On parlait du projet, puis d'autres choses. Elle me racontait qu'elle avait grandi avec un père entrepreneur en bâtiment, qu'elle avait appris sur les chantiers. Moi, je lui parlais de mon rêve de moderniser l'entreprise de mon père, de viser plus haut. Elle était facile à écouter. Je pouvais parler de ma famille, de ma frustration, et elle comprenait. Son frère a elle aussi été l'enfant préféré, un avocat brillant qui ne faisait jamais rien de mal. On plaisantait sur l'idée de créer un groupe de soutien pour les enfants responsables. Quand le chantier s'est terminé, je pensais ne plus jamais la revoir. Mais une semaine plus tard, elle a appelé le bureau pour un problème électrique urgent dans son appartement. Mon père m'a envoyé vérifier. Évidemment, il n'y avait rien du tout. Elle voulait juste me revoir. J'ai trouvé ça plutôt malin.
On a commencé à sortir ensemble peu après. Sophie était différente. Pas de jeu, pas de non-dit. Si quelque chose la dérangeait, elle le disait. Si elle était heureuse, tu le voyais. Et surtout, elle s'intéressait à mon travail. Elle m'aidait à étudier pour mes examens, à gérer les papiers de l'entreprise. En un an, elle dirigeait pratiquement notre bureau. Elle avait tout refait, système de planification, facturation numérique, contrat moderne au lieu de nos vieux devis écrits à la main. Mon père a râlé au début, il préfère le papier, mais même lui a fini par admettre que l'entreprise tournait mieux. Je sentais que je construisais quelque chose de solide. On a emménagé ensemble au bout de 2 ans, par les mariages, enfants. Elle plaisantait en disant que nos gosses seraient électriciens, eux aussi. J'avais l'impression d'avoir tout réussi. Et au début, ma famille l'adorait. Ma mère l'invitait tout le temps, lui demandait de l'aide pour l'ordinateur ou pour des idées de déco. Même mon père appréciait son efficacité. L'entreprise grandissait, on avait des contrats plus gros, on devenait une référence locale. Sophie s'entendait très bien avec Alex aussi. Parfois trop. Elle le défendait quand je m'énervais contre ses échecs. Elle disait que je devais comprendre sa perspective, que grandir malade avait dû le marquer. Avec le recul, j'aurais dû voir le drapeau rouge. Mais quand tu fais confiance à quelqu'un, tu ne veux pas voir les signes. On s'est fiancés après 4 ans. Rien d'extravagant, une demande à la maison après un gros projet terminé. On bossait sur la rénovation électrique d'un hôpital local, elle m'aidait à planifier, à coordonner les entrepreneurs. C'était parfait, on était partenaires dans tout. Puis, il y a environ 1 an, tout a commencé à changer. Alex avait encore perdu une grosse somme d'argent dans une histoire de crypto. Ruiné, encore une fois. Et mon père, lui a donné un emploi dans l'entreprise. Juste des tâches simples, répondre au téléphone, classer, planifier. Rien de compliqué. Mais bien sûr, il trouvait le moyen de tout rater. Sophie, de son côté, passait de plus en plus de temps chez mes parents, soi-disant pour aider ma mère à préparer le mariage et former Alex à la paperasse. Moi, j'étais sur les chantiers toute la journée, donc ça me semblait logique. Mais ensuite, les choses ont commencé à devenir étranges. 8 mois avant que tout explose, j'ai remarqué de petits détails. Rien de flagrant, juste des choses qui ne collaient pas. Sophie passait beaucoup de temps chez mes parents, soi-disant pour entraîner Alex au nouveau système de facturation et aider maman pour le mariage. Je travaillais comme un fou, pour notre futur, pour acheter une maison, pour faire les choses bien. Puis, d'autres signaux sont apparus. Sophie a changé le mot de passe de son téléphone. Avant, on connaissait nos mots de passe mutuellement, sans problème. Mais là, elle a commencé à devenir bizarre avec ça. Prétexte bidon sur la sécurité bancaire. J'ai rien dit. Je lui faisais confiance à 100%. Mais peu après, Alex a changé aussi. Il s'est mis à porter du parfum. Le mec qui, avant, venait bosser avec les vêtements de la veille. De nouveaux habits. Toujours à l'heure. Poli. Volontaire pour rester tard au bureau. Il disait qu'il voulait vraiment apprendre le métier. Et moi, comme un idiot, je trouvais ça louche, mais je voulais y croire. J'ai remarqué que Sophie parlait de lui différemment. Alex devient vraiment bon pour gérer la planification, ou encore, ton frère est en fait plutôt intelligent quand il s'y met. Elle se mettait sur la défensive quand je me plaignais qu'il avait encore fait une erreur, et finissait même par prendre son parti pendant les disputes familiales. L'ambiance au bureau est devenue bizarre aussi. Notre réceptionniste, Janet, elle bossait avec nous depuis 15 ans, une vraie seconde mère, s'est mise à me lancer des regards étranges quand Sophie et Alex restaient travailler tard ensemble. Mais chaque fois que je lui demandais ce qui se passait, elle disait juste « rien » et changeait de sujet. Une fois, je suis rentré plus tôt d'un chantier parce qu'on était à court de matériel. J'ai trouvé Sophie et Alex dans la salle de pause, en train de rire. Rien d'évidemment suspect, mais ils ont sursauté tous les deux quand je suis entré, comme s'ils venaient d'être pris sur le fait. Sophie m'a dit qu'ils vérifiaient des factures. À 19 h. Bien sûr. J'ai commencé à remarquer que Sophie ne parlait plus autant de notre avenir. Avant, elle s'enthousiasmait pour les préparatifs du mariage, cherchait des maisons en ligne, parlait de la famille qu'on aurait. Mais tout ça s'est arrêté. Elle disait qu'elle était juste stressée par le travail. Le vrai signal d'alarme que j'ai ignoré, c'est qu'elle a cessé de venir sur les chantiers. Avant, c'était notre truc. Elle apportait le déjeuner, on regardait les plans ensemble, on trouvait des solutions aux problèmes. Et soudain, elle était trop occupée au bureau. Avec Alex. Il y a environ 6 mois, on a eu un grand dîner de famille. Sophie a agi bizarrement toute la soirée, silencieuse, souvent sur son téléphone. Alex, lui, faisait des blagues privées avec elle. À un moment, il a parlé d'un type fou au bureau, et Sophie a éclaté de rire. Quand j'ai demandé ce qu'il y avait de drôle, ils ont juste répondu « il fallait être là ». Après le dîner, sur le chemin du retour, j'ai fini par aborder le sujet. « Ça va ? T'avais l'air ailleurs ce soir ». Sophie continuait de fixer son téléphone. Juste fatiguée. Le boulot est dingue. Ouais, on dirait que toi et Alex vous entendez de mieux en mieux ces temps-ci. Elle s'est un peu crispée mais a essayé de rester détendue. Il n'est pas aussi terrible que tu le dis toujours. Il est plutôt drôle quand on apprend à le connaître.
Assez drôle pour te faire oublier tout le monde pendant le dîner, alors? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien. Juste que tu sembles différente, distante, toujours sur ton téléphone. Elle s'est mise sur la défensive tout de suite. Ah, donc maintenant j'ai pas le droit d'avoir mes propres conversations? Tout doit tourner autour de toi. Ça m'a complètement pris de court. Sophie ne m'avait jamais parlé comme ça. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste l'impression que quelque chose a changé. Peut-être que t'es juste parano. J'en ai marre que tu te plaignes toujours d'Alex. Il fait de son mieux. Je me souviens de ce nœud dans mon estomac, cette certitude qu'il se passait un truc grave sans savoir quoi exactement. Elle ne l'avait jamais défendu comme ça avant. Depuis quand t'es dans le camp d'Alex? Depuis que je le connais vraiment, au lieu d'écouter tes critiques constantes. On a fini le trajet en silence. Tous les signes étaient là. L'attitude défensive, le téléphone, les blagues privées, la manière dont elle vantait soudain Alex. Mais on ne veut jamais croire qu'une personne en qui on a totalement confiance puisse faire ça. Surtout pas avec ton propre frère. Je me souviens être resté éveillé cette nuit-là, la regardant faire semblant de dormir, en me disant « Non, je suis juste parano ». Les 2 mois suivants ont été pareils. Sophie travaillait tard, Alex s'impliquait soudain dans l'entreprise, et moi. L'idiot qui bossait 12 heures par jour pour préparer notre avenir, pendant que mon frère me volait ma fiancée sous le nez. Et puis, le jour où tout a explosé est arrivé. Un mardi. Je m'en souviens bien, j'étais sur un gros chantier commercial, en train de refaire toute l'installation électrique d'un entrepôt. Sophie m'a appelé vers 14 heures, en pleurs, tellement fort que je comprenais à peine. Elle devait me parler en personne, c'était urgent. Ma première pensée, un accident, un drame familial. J'ai dit à mon équipe que j'avais une urgence et j'ai foncé chez nous. Je l'ai trouvée garée dans l'allée, dans sa voiture. Elle refusait d'entrer. Elle tenait le volant comme si sa vie en dépendait. Je suis monté côté passager et j'ai attendu qu'elle parle. « Je suis enceinte », a-t-elle dit. Pendant quelques secondes, je n'ai ressenti que de la joie. On avait parlé d'avoir des enfants après le mariage, et voilà que c'était réel. J'ai commencé à dire qu'on allait gérer, qu'on pourrait avancer la date du mariage si nécessaire. Mais elle continuait à pleurer. « Il y a autre chose », a-t-elle sangloté. « Quoi ? Ce n'est peut-être pas de toi. » Tout en moi s'est figé. Mon cerveau refusait de comprendre. Pas à moi. Ma voix sonnait étrangère. De qui d'autre alors? Je me suis arrêté. Et là, tout s'est emboîté. Les soirées tardives. Le téléphone. L'attention. Non. Je l'ai regardée, attendant qu'elle nie, qu'elle dise que je me trompais. Elle n'a rien dit. Dis-moi que ce n'est pas lui. Sa respiration s'est coupée. Mes poings se sont serrés. Sophie, ai-je dit d'une voix glaciale, dis-moi que ce n'est pas Alex. Elle a émis un son étranglé. Ce n'était pas censé arriver. J'ai ri, un rire sans joie. Ah, bien sûr. T'es juste tombé par accident dans le lit de mon frère. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle dit vite. Une seule fois? Je l'ai coupé. Une fois? Dis la vérité. Silence. Combien de temps? Elle respirait difficilement. 3 mois, peut-être 4. J'ai dû m'appuyer sur mes genoux pour ne pas vaciller. Il est au courant? Ma voix était froide, maîtrisée. Elle a hoché la tête. Je lui ai dit hier. Et j'ai compris qu'il fallait que je te le dise aussi. Je l'ai fixée, incrédule. Comme si elle attendait que je la remercie d'avoir été honnête. Je suis sorti de la voiture. J'avais besoin d'air. Elle m'a suivi, essayant d'expliquer que ce n'était pas prévu, qu'il se sentait coupable, que c'était fini depuis des semaines. Moi, je revoyais juste leur rire dans la salle de pause. Leur soirée de travail. Tu comptais me le dire si tu n'étais pas tombée enceinte? Aucune réponse. Tout était dit. Je suis monté dans mon camion et j'ai roulé jusqu'à la maison de mes parents. Alex était dans le bureau, comme d'habitude, à ne rien foutre. Dès qu'il a vu ma tête, il a compris. Écoute, mec, je peux t'expliquer. Je ne me souviens plus trop de la suite. C'est flou. Mais je me rappelle le voir au sol, le nez en sang, pendant que mon père et 2 employés me retenaient. Alex criait que j'étais fou, que c'est Sophie qui avait commencé, qui le s'aimait. S'aimait, mon propre frère. Celui qui m'avait regardé bâtir ma vie avec elle, assis à ma table tous les dimanches, en sachant très bien ce qu'il faisait. Mon père s'est interposé, essayant de calmer tout le monde, disant qu'il fallait gérer ça en adulte. Et là, Alex a lâché la bombe suivante, elle porte mon enfant. Tu ne peux pas juste ignorer ça. Le visage de mon père est devenu livide. Visiblement, il ne savait pas cette partie-là. Ma mère s'est mise à pleurer. Janet a pris son sac et est partie. J'ai appris plus tard qu'elle avait démissionné ce jour-là. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas travailler pour des gens capables de ça. J'ai regardé mon père et j'ai dit, c'est ton problème maintenant. Moi, j'en ai fini. Il a essayé de me retenir. Attends, fiston, on peut arranger ça. La famille, c'est la famille. Alex a cessé d'être ma famille le jour où il a touché ma fiancée. Je suis parti et je ne suis jamais revenu. Sophie était encore à la maison quand je suis rentré. Elle avait préparé quelques sacs, assise sur le canapé, en pleurs. Je n'ai jamais voulu te blesser, a-t-elle dit. C'est juste devenu compliqué. Je lui ai donné 24 heures pour dégager. Peu importe où.
Bloque mon numéro. Oublie mon adresse. Et le bébé? T'as intérêt à espérer qu'il soit d'Alex. Parce que s'il est de moi, on fera un test ADN et on passera par les avocats. Elle a essayé de parler encore, mais je suis sorti. Je suis allé chez mon pote Mike et j'y suis resté quelques jours pendant qu'elle déménageait. Après tout ça, j'ai passé une semaine entière chez Mike, téléphone éteint, juste pour digérer. Il n'a pas essayé de me donner des conseils, il m'a juste laissé souffler. Quand j'ai rallumé mon portable, j'avais 50 appels manqués, la plupart de mes parents, quelques-uns de Sophie, même d'Alex, le culot de ce mec. J'ai seulement écouté les messages de ma mère. Elle pleurait, me suppliait de venir parler à mon père, disant qu'il avait une solution. J'aurais dû savoir que la solution de mon père serait une nouvelle manipulation. Mais j'y suis allé, parce que ma mère semblait dévastée. Entrer dans cette maison, c'était étrange. Tout le monde était dans le salon. Ma mère avait l'air épuisée. Mon père, dans son fauteuil, l'air grave, prêt à faire un discours. Alex aussi était là, arborant un joli nez violet. Je vais pas mentir, ça, c'était satisfaisant à voir. Mon père a pris la parole, « Fils, j'ai réfléchi à une façon de résoudre cette situation de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. Je savais déjà que ça allait mal finir. Puisque tu refuses de te réconcilier avec Sophie, et vu sa situation, il me semble logique qu'elle et Alex se marient. » J'ai éclaté de rire. Vraiment. Un vrai rire nerveux, en pleine figure de mon père. Mais il n'avait pas fini. De plus, puisqu'Alex et Sophie vont fonder une famille, je pense qu'il est approprié qu'Alex reprenne l'entreprise. Avec l'expérience de Sophie dans la gestion du bureau et Alex qui apprend le métier. Alex qui apprend le métier. Je l'ai coupé net. Il ne sait même pas brancher une putain de prise sans supervision. Mon père a eu ce regard qu'il prend toujours quand quelqu'un ose l'interrompre. Le langage, s'il te plaît. Et ton frère a montré un vrai intérêt pour apprendre. En fait, je veux que tu le formes. Là, j'ai complètement perdu pied. Je me suis remis à rire, mais ce genre de rire fou que tu fais quand la situation est tellement absurde que ton cerveau ne sait plus comment réagir. Attends, j'ai bien compris. Tu veux que je forme le frère qui a baisé ma fiancée pour qu'il reprenne l'entreprise que j'ai aidé à construire, pendant qu'ils élèvent un gamin qui est peut-être le mien? Tu es devenu fou? Ma mère s'est remise à pleurer. Alex restait planté là, le regard fixé au sol, comme le lâche qu'il est. Et mon père a sorti sa dernière carte, cette entreprise est toujours à mon nom. Si tu refuses d'aider ton frère, alors tu devrais peut-être chercher un autre endroit où travailler. C'est là que j'ai compris. Toutes ces années de boulot, tout ce que j'avais bâti, les clients que j'avais apportés, la réputation que j'avais gagnée, tout ça ne comptait pas. Rien n'avait de valeur comparé au petit prodige Alex et à sa dernière connerie. Je me suis levé, j'ai marché vers la porte. Ma mère a essayé de m'arrêter, mais je lui ai juste dit, c'est fini. Bonne chance avec votre nouvelle équipe de rêve. Alex a enfin ouvert la bouche, mec, attends. Je me suis retourné et j'ai dit calmement, appelle-moi encore un mec et je te casse plus que le nez. Mon père a crié quelque chose à propos de loyauté familiale et de seconde chance. Je ne me suis même pas retourné. Le lendemain, j'ai commencé à appeler tous nos gros clients, ceux avec qui j'avais tissé des liens personnels. Je leur ai dit que je quittais l'entreprise et que je leur recommanderais de bons entrepreneurs de confiance. Mon père m'a rappelé furieux, hurlant que j'essayais de saboter la société. Je lui ai répondu que je prévenais simplement mes clients que je ne gérerais plus leurs projets. Si eux ne voulaient plus faire affaire avec son nouveau duo de rêve, c'était pas mon problème. Et le plus dingue? Alex et Sophie ont accepté tout ça. Ils se sont mariés au tribunal 2 semaines plus tard, comme si c'était une belle histoire d'amour, pas une trahison monumentale. Mon père les a même soutenus, il leur a donné un acompte pour acheter une maison, comme une récompense pour ce qu'ils avaient fait. Et moi, j'étais là, debout dans les ruines de tout ce que je croyais vrai. Aucune excuse. Aucune conséquence réelle. Juste cette attente implicite que je passe à autre chose pendant qu'ils jouaient à la petite famille parfaite. Alors j'ai tourné la page. Je suis parti. J'ai trouvé un emploi chez un ancien concurrent, une boîte qui respectait vraiment mon travail au lieu de me traiter comme un accessoire. Meilleur salaire, vraie reconnaissance, et surtout, 0 drame familial. J'ai tout misé sur un nouveau départ. J'ai reconstruit ma réputation à moi, j'ai même obtenu ma licence de maître électricien, celle que mon père disait que je n'étais pas prêt à avoir. Eh bien, si. J'étais prêt depuis longtemps. Il me suffisait de sortir de son ombre pour le prouver. Pendant environ 4 mois, je n'ai plus entendu parler de ce qu'il advenait de l'entreprise familiale. Ma mère m'envoyait quelques textos, mais je lui avais demandé de ne pas me parler d'Alex ni de Sophie. Je n'avais pas besoin de ce stress. Puis, la semaine dernière, vers 23h, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle pleurait encore, disant que papa devait absolument me parler. J'étais prêt à raccrocher, mais elle avait l'air vraiment bouleversée. S'il te plaît, je sais que tu as toutes les raisons de dire non, mais on est sur le point de tout perdre. J'ai été curieux, alors je suis resté en ligne. Mon père a pris le combiné. Et sa voix n'était plus la même. Pas son ton arrogant habituel de « je sais tout ». Non, il sonnait brisé. Et j'ai vite compris pourquoi. Laisser Alex diriger l'entreprise avait été exactement le désastre que j'avais prédit.
Ce génie avait réussi à bousiller 3 gros chantiers commerciaux, au point qu'un client menaçait de nous poursuivre pour des violations du code électrique. Des erreurs de base, mauvais calibre de câbles, absence de mise à la terre, boîte de jonction sans couvercle. Des fautes qui peuvent littéralement faire cramer un bâtiment. Et ce n'est pas tout. Au lieu d'engager de vrais électriciens qualifiés, Alex avait embauché un de ses potes de beuverie de la fac comme chef électricien. L'expérience du gars? Changer des ampoules dans son appart. Pas de licence, pas de certification, probablement incapable de distinguer un testeur de tension d'un tournevis. Une vraie entreprise professionnelle, hein. Et côté finance, c'était pire. Alex avait oublié de payer l'assurance responsabilité civile dans une entreprise d'électricité. Laisse ça te pénétrer, une seule erreur, un seul incendie, et tout part en fumée. Mais pourquoi gaspiller de l'argent dans une assurance quand tu peux empocher le cash? Parce que c'est exactement ce qu'il faisait, il prenait des paiements en liquide et oubliait de les déclarer. Et le génie financier avait aussi contracté plusieurs prêts au nom de l'entreprise, sans en parler à mon père. On parle de grosses sommes. Et le plus drôle? Personne ne sait où est passé tout cet argent. Pas sur ses comptes, pas dans des investissements. Juste envolé. Enfin, si on ne compte pas sa nouvelle voiture et ses vêtements de marque. C'est presque impressionnant, la vitesse à laquelle il a tout détruit. Papa avait mis 30 ans à construire cette entreprise. Alex l'a pratiquement réduite en cendres en moins de 6 mois. Voilà ce qui arrive quand on confie une société prospère à un mec dont le plus grand exploit universitaire était d'être capitaine de l'équipe de beer pong. Mon père a découvert la vérité quand leur assurance a été annulée. En fouillant dans les comptes, il a vu qu'Alex trafiquait les papiers, un petit talent et qu'il avait manifestement appris de Sophie lors de leur fameuse soirée au bureau. La plupart des employés expérimentés ont démissionné. Et je ne les blâme pas, Alex les traitait comme de la merde, et les chèques commençaient à rebondir. Janet, notre ancienne réceptionniste, avait apparemment tenté de prévenir mon père depuis des mois à propos d'anomalies dans les comptes, mais il n'avait pas voulu l'écouter. La voix de mon père tremblait quand il m'a raconté tout ça. Puis il a dit, « Fils, j'ai besoin que tu reviennes. Aide-moi à réparer ça. On peut te nommer propriétaire majoritaire, te donner le contrôle total. » Je lui ai répondu que j'allais y réfléchir. Il s'est mis à supplier, « S'il te plaît, on va tout perdre. L'entreprise, la maison, tout ce que j'ai construit. Ta mère ne le supporte plus. » Et là, il a sorti sa dernière carte, Alex et Sophie se sont séparés. Elle est partie la semaine dernière, sans prévenir, juste un mot disant de ne pas la contacter. Le bébé, on ne sait même pas où ils sont. Apparemment, Alex n'était pas fait pour être père non plus. Ma réponse? Pas mon cirque, pas mes singes. Mon père a essayé de ressortir son discours habituel sur la famille et la loyauté. Je l'ai coupé net. Tu te souviens quand je t'ai supplié de ne pas donner l'entreprise à Alex? Quand je t'ai dit qu'il la détruirait? Et qu'est-ce que tu m'as répondu déjà? La famille, c'est la famille. Eh bien, c'est ta famille maintenant. Ma mère a repris le téléphone, en pleurs, disant qu'il risquait de se retrouver à la rue. Ça m'a touché. Elle ne méritait pas ça. C'était la seule à vraiment essayer de garder la famille unie. La seule à ne jamais choisir un camp, même si elle aurait peut-être dû. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir vivre chez moi, quand elle voulait. Mais elle seule. Pas papa. Pas Alex. Je ne peux pas laisser ton père, a-t-elle dit. J'ai soupiré. C'est ton choix, maman. Mais ma porte ne s'ouvrira que pour toi. Je savais qu'elle ne viendrait jamais. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un texto de Sophie. Je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre, mais j'ai besoin d'aide. Le bébé est de toi. J'ai les résultats du test. Alex m'a pris tout mon argent et a disparu. S'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Je l'ai lu. Je l'ai fixé. J'ai posé mon téléphone. Je n'ai pas répondu. Et je ne le ferai pas. Mais putain, ce message est resté dans ma tête comme une pierre au fond de l'estomac. Ça aurait dû me bouleverser. Ça aurait dû tout changer. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est de l'épuisement. Comme si je venais à peine de m'extraire de ce gouffre, et que le passé essayait déjà de me tirer à nouveau vers le fond. Et pour la première fois, je ne savais pas quoi faire. Hier soir, pendant que je réfléchissais à tout ça, mon père s'est pointé chez moi. Pas d'appel, rien. Juste là, devant ma porte quand je suis rentré du boulot. Il avait l'air épuisé, portait une vieille veste que je n'avais pas vue depuis mon enfance. Parasé, les traits tirés. Premier détail que j'ai remarqué, il conduisait la vieille Civic de ma mère au lieu de son pick-up. J'ai appris plus tard qu'ils avaient dû vendre son camion pour rembourser une partie des dettes. On peut parler? A-t-il demandé, d'une voix calme, pas autoritaire pour une fois. Je l'ai laissé entrer. Honnêtement, je voulais qu'il voie comment je m'en sortais sans lui. Mon nouvel appart est pas mal. Je l'ai eu après ma dernière promotion. Rien de luxueux, mais c'est à moi. Gagné à la sueur de mon front. Il s'est tenu là, dans mon salon, l'air perdu, comme s'il ne savait plus comment me parler sans donner d'ordre. Finalement, il s'est assis et s'est mis à tout déballer. L'entreprise est morte. Des poursuites de 2 clients commerciaux pour des travaux bâclés. La plupart des clients résidentiels sont partis après avoir appris que les chantiers étaient laissés à moitié finis. La banque va saisir la maison le mois prochain. J'aurais dû t'écouter, m'a-t-il dit.
C'est la première fois que je l'entendais admettre qu'il avait eu tort. Je lui ai dit que c'était agréable à entendre, mais un peu tard. Puis, il a sorti un dossier. À l'intérieur, les papiers pour me céder toute l'entreprise. 100% de propriété. Aucune condition. Tu peux la sauver, a-t-il dit. Tu as toujours su ce que tu faisais. J'étais juste trop fier pour le reconnaître. Le plus fou? 6 mois plus tôt, ça aurait été tout ce que j'avais toujours voulu. Sa reconnaissance, sa confiance, le contrôle total. Mais là, en regardant ces papiers, j'ai juste demandé, et Alex? Qu'est-ce qu'il est devenu? Le visage de mon père s'est effondré. Il a vidé notre compte d'épargne la semaine dernière et s'est enfui. Il a laissé une note disant qu'il devait se retrouver. Ouais. Classique Alex. Créer un désastre, puis fuir les conséquences. C'est toujours ton frère, dit mon père d'une voix basse. Non. Il a cessé d'être mon frère le jour où il a décidé que la loyauté familiale ne comptait plus pour lui. Tu trouves pas que ça te rappelle quelqu'un? Ça l'a frappé droit au cœur. Bien. Il a commencé à me parler de tout ce qu'on pouvait reconstruire ensemble, de comment on pourrait relancer l'entreprise, redevenir une vraie famille. J'ai ri. Papa, tu n'écoutes pas. Je ne veux pas de ton entreprise. Je ne veux pas de ton aide. C'est fini. Mais c'est aussi ton héritage. Tout ce qu'on a construit. Tout ce que j'ai construit, tu l'as donné à Alex. Tu te souviens? Tu l'as choisi, même après qu'il ait couché avec ma fiancée. Maintenant, tu vis avec ce choix. Il a essayé de me faire culpabiliser avec maman encore une fois. Elle a le cœur brisé de voir la famille éclater. Je lui ai répondu comme avant, elle est la bienvenue ici, quand elle veut. Mais seule. Elle ne me quittera pas, a-t-il dit. Alors c'est son choix. Et vivre avec les conséquences de tes actes, c'est le tien. Il est resté assis là longtemps, silencieux. Puis, d'une voix fatiguée, il m'a demandé, où est-ce que j'ai mal tourné? J'ai eu envie de tout lui balancer, toutes ces années de favoritisme, toutes ces excuses pour Alex. Comment il avait sacrifié quelqu'un qui se souciait réellement de l'entreprise pour un gamin qui la voyait comme un distributeur de billets. Mais à quoi bon? Tu n'as pas à mal tourner, papa. Tu as juste obtenu exactement ce que tu voulais. Alex aux commandes. Alors, comment ça se passe? Il est parti peu après. Et je te jure, il avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans entre le moment où il est entré et celui où il est sorti. Ce matin, j'ai reçu un message de maman. Ils vont s'installer chez sa sœur dans l'Ohio le mois prochain. Papa va essayer de trouver du travail là-bas. Elle m'a demandé une dernière fois si je pouvais les aider à rester ici. Je lui ai répété la même chose, mon offre tient toujours. Tu peux venir vivre ici, quand tu veux. Mais je ne vais plus me brûler pour réchauffer les autres. Sophie m'envoie encore des messages de temps en temps au sujet du bébé. Je lui ai dit de passer par son avocat, qu'elle contacte le mien. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'Alex, et je ne m'y attends pas. Tu veux savoir ce qui est étrange? Je pensais que les voir tout perdre me ferait du bien. Que ce serait comme si le karma leur revenait en pleine figure. Mais honnêtement, je ne ressens rien. Ni joie. Ni tristesse. Juste, plus rien. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un il y a un mois. On prend notre temps. Elle m'a demandé si j'étais proche de ma famille, et j'ai juste dit, non, pas vraiment. Peut-être qu'un jour je lui raconterai toute l'histoire. Mais pour l'instant, je veux juste me concentrer sur ma propre vie. Pas de drame. Pas de famille toxique. Pas d'efforts inutiles pour mériter une approbation qui ne viendra jamais. J'ai dit à Sophie que, désormais, tout passerait par les avocats. Est-ce que je serai là pour mon enfant? Oui. Je ne suis pas mon frère. Je n'abandonne pas mes responsabilités. Mais Sophie a réduit ce pont en cendres. On réglera la garde et la pension devant les tribunaux. Elle a fait ses choix, maintenant elle doit vivre avec, comme tout le monde dans cette histoire. Pour l'instant, j'essaie juste de garder la tête droite. De me concentrer sur mon travail, sur ma nouvelle relation, sur la construction de quelque chose qui m'appartient vraiment. Parfois, la nuit, je reste éveillé en pensant au fait que mon enfant va naître dans tout ce chaos. Mais on ne peut pas réparer les erreurs des autres. On peut seulement essayer de vivre selon sa propre conscience. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de bien vivre. C'est la fin de l'histoire, les gars. Merci d'avoir lu jusqu'ici. L'écrire m'a vraiment aidé à remettre mes idées en place. Et puisque beaucoup me posent la question, oui, si Sophie peut prouver que le bébé existe et qu'il est bien de moi, j'assumerai mes responsabilités. Mais uniquement par les voies légales. Aucun contact direct.